J'ai le plaisir de vous présenter notre programme RSE. Frédéric, excusez-moi, vous avez lancé avant que j'introduise. On n'était pas encore live, il y avait un chrono. Donc on va le reprendre, c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va durer 1 heure avec des invités et des experts. Nous allons vous faire rêver, vous faire voyager au cœur de la montagne avec le groupe Rossignol. Donc bien sûr, je suis Thomas Trissac à la communication RSE. Moi, je serai votre gentil animateur de la piste de ski et je prendrai vos questions dans le chat. Vous voyez tous les intervenants, mais nous prendrons vos questions via le chat. Et merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, on va faire juste un petit tour de présentation des acteurs qui sont avec moi et ensuite on enchaînera avec Monsieur Ricard. Donc Frédéric, si tu veux te présenter. Bonjour à tous, moi je suis très heureuse de vous rejoindre aussi sur ce live. Frédéric Mathias, en charge au sein de la DE Grand Sud-Est de la stratégie RSE. Bienvenue Frédéric, et tu es quelle étoile au ski alors, deuxième étoile. Deuxième étoile. Amandine. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Amandine de Groot, je suis Account Manager au sein d'Orange Business et j'ai le plaisir de suivre le client de Rossignol depuis de nombreuses années. Merci Amandine. Fléchette. Et Monsieur Ricard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Frédéric Roger, directeur général adjoint du groupe Rossignol que j'ai rejoint il y a 5 ans. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter, à l'invitation du groupe Orange que je remercie, de vous présenter le programme Respect, qui est notre programme RSE au sein du groupe Rossignol. Donc je vais vous présenter pendant une petite demi-heure quelques slides pour vous montrer un petit peu quelles sont nos ambitions au sein du groupe Rossignol. Un groupe qui a été créé en 1907, on a 117 ans, donc c'est un groupe qui a été créé par Abel Rossignol, un menuisier qui habitait dans l'Isère et qui a eu la bonne idée un jour pour se déplacer dans la neige de fabriquer la première paire de skis. Donc le groupe Rossignol, vous le connaissez certainement au travers des matériels de ski, donc au travers de différentes marques, la marque Rossignol bien sûr, la marque Dynastar, la marque Lange, qui sont des chaussures, les fixations Look, les bâtons Kerma et Risport, qui est une marque de patins à glace. Donc on a une offre 4 saisons, puisque le groupe historiquement, c'est un groupe qui fabrique et commercialise du matériel de sport d'hiver, mais il s'est diversifié depuis une bonne dizaine d'années au travers d'une offre textile et au travers aussi d'une offre bike, vélo. Donc aujourd'hui, un groupe diversifié qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc 80% de l'activité est réalisée hors de France. La France, finalement, ça ne représente que 20% du chiffre d'affaires. On est un peu plus de 1230 dans le groupe, dont la moitié des effectifs sont situés en France. Que ce soit ici où je suis aujourd'hui au siège à côté de Grenoble à Saint-Jean-de-Moiran, ou dans nos 2 usines, puisqu'en fait on a 4 usines en Europe. Une usine à Salanches, où on fabrique des skis Rossignol et des skis Dynastar. L'usine à Nevers, où on fabrique nos fixations. Une usine au nord de Barcelone, à Artés, où on fabrique plus de 600 000 paires de skis. Et une dernière usine, en fait, dans le Veneto, en Italie, à Montebelluna, où on fabrique, en fait, toutes nos chaussures de ski Lange ou Rossignol. Donc vous voyez que nos centres de production ne sont pas très loin de notre plateforme centrale logistique qui est à Grenoble, à moins de 700 km. Et j'y reviendrai tout à l'heure, puisque 80% de la fabrication est faite en Europe, 20% est sourcé en Asie pour des produits d'entrée de gamme. Par contre, l'intégralité de l'offre textile est sourcée pour 80% en Asie du Sud-Est et pour 20% en Europe. Donc tout ça, bien sûr, a un gros impact sur l'empreinte carbone, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous voyez qu'en termes de répartition de chiffre d'affaires, les 80%, la moitié sont faits en Amérique du Nord, 40%, la France 20%, les autres pays d'Europe de l'Ouest et la Scandinavie 25%, et on fait 15% notamment en Chine et au Japon, donc pour la partie asiatique. Et en fait, si on parle de nos business units, donc les sports d'hiver, tout le matériel représente 80%, et la partie textile, apparel avec le vélo représente 20% de l'activité du groupe. Après, on est un groupe qui est essentiellement ancré sur le B2B.
mais avec une forte volonté de se développer en D2C, donc au travers de notre propre plateforme e-commerce ou de marketplace, mais aussi au travers d'une trentaine de magasins qu'on opère en propre, notamment en Europe et en Chine. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en introduction sur le groupe. Alors la démarche RSE au sein du groupe est née, j'ai presque envie de dire, dans la fin 2009, début 2010. C'est le moment où on a commencé à regarder un petit peu les analyses de cycle de vie, nos ACV. En 2015, il y a une première étape fondamentale pour nous, c'est le fait que nous sommes devenus membres du Global Compact, des Nations Unies, avec la rédaction d'un rapport annuel sur les progrès. Donc on avait déjà en 2015, il y a presque une dizaine d'années, commencé à établir une feuille de route et prendre des objectifs en fait sur la décarbonation de notre activité. En 2020, un deuxième moment très important, on a lancé en fait un projet stratégique qu'on a appelé Respect. Donc c'est ce projet qui a cimenté un petit peu tous les objectifs en termes de réduction et de feuilles de route vraiment très détaillées et qui doit nous amener à être neutre carbone en 2050. Je vais y revenir après. Et une troisième étape importante, alors peut-être que certains d'entre vous y ont participé, la Convention des entreprises pour le climat, qui a rassemblé à peu près 150 sociétés en France, des leaders économiques, des leaders scientifiques. L'idée étant, au travers en fait de groupes de travail, de réfléchir un petit peu à la façon dont les entreprises pouvaient être acteurs de la décarbonation. Donc, on a eu en fait une participation très active, et ce qui nous a amené dans cette étape-là à penser à ce que pourrait être en fait un business model à visée régénérative. Donc, c'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas, c'est bien d'avoir eu ce type de réflexion pour voir comment on pourrait avoir en fait un business model régénératif à l'avenir. Quand on regarde le programme Respect, on a trois grandes échéances. La première, c'est 2025, où on veut réduire de 40% nos déchets. Donc là, c'est l'objectif à plus court terme, qui est quasiment réalisé à l'heure où on se parle. Le deuxième en fait, jalon, c'est l'horizon 2030, où là, on veut réduire notre empreinte carbone de 30% pour aller vers la neutralité en 2050. Et le troisième pilier de ce programme, c'est agir pour le bien vivre ensemble. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, au travers de la Convention des entreprises pour le climat, on a établi en fait les 4 leviers de la redirection. Bon, le premier qu'on avait déjà depuis 2015, c'est bien sûr de réduire l'empreinte carbone, avec, vous le verrez, un scope 3 qui est très présent chez nous. Le deuxième, c'est de gérer l'ensemble du cycle de vie de nos produits. Alors là, c'est très important puisque, en fait, quand on parle notamment de matériel de ski, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est en train de fabriquer en fait les collections que vous allez trouver dans des magasins cet hiver, l'hiver prochain. On est en train de réfléchir et de valider en fait les collections que vous trouverez dans 2 ans. Donc, ce qui va se passer dans 2 ans, on doit en fait y travailler aujourd'hui, et c'est dans la définition de la gamme que l'on fait actuellement qu'on trouvera l'empreinte carbone des produits qu'on va commercialiser dans 2 ans. Donc ça, c'est vraiment important. De la même manière, sur la partie textile, où on source 100% de nos produits, il est important de bien gérer en fait l'analyse des produits pour pouvoir 1 an à l'avance, puisque en fait nos collections se dessinent 1 année à l'avance, pour pouvoir bien réfléchir sur l'empreinte carbone. Et toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui sont déterminantes pour l'empreinte de demain. Le troisième levier, c'est de permettre en fait l'accès à la pratique du sport, loisirs et compétition. Bon, le groupe Rossignol, on est très très investi bien sûr dans la compétition. Vous nous voyez tous les week-ends sur les pistes, dans les coupes du monde. Jeux Olympiques et autres. Donc, le groupe, au travers de ses marques, Rossignol, Dynastar et Lange, est très présent. Donc, ça, c'est un sport, on va dire, de compétition. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est pouvoir, en fait, par l'inclusivité, ouvrir, en fait, la pratique du sport au plus grand nombre, à la fois par le biais de partenariats, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi en proposant des matériels de seconde main, qui seront bien sûr beaucoup moins onéreux à l'achat,
ou voire en location. Et le quatrième levier, c'est de continuer un petit peu à intégrer notre business model. Je vous en parlerai tout à l'heure. On a décidé de planter nos propres forêts. Bien sûr, Abel Rossignol, qui a créé ce groupe, était un menuisier. Donc, le bois est très, très important dans la constitution d'un ski. Donc, on a décidé de planter nos propres forêts de peupliers, de planter 3000 arbres par an. Et puis dans 15 ans, on pourra, avec une forêt qui sera arrivée à maturité, qu'on va couper, on va replanter d'autres arbres, on va pouvoir couvrir 40% de nos besoins sur la fabrication des skis. Et puis en même temps, on va créer des puits à carbone, puisque ces arbres vont nous permettre d'absorber 14 000 tonnes de CO2. On veut aussi revégétaliser en fait nos sites industriels et développer toutes les pratiques du sport. On l'a vu tout à l'heure, on est bien sûr sur les sports d'hiver, mais au travers du textile, du trail, de l'outdoor, on veut être présent sur tous ces sports en fait qui se pratiquent de plus en plus et sur lequel le groupe Rossignol veut se diversifier pour être un peu moins dépendant des sports d'hiver. Je pense que c'est important, et c'est un travail qu'on a fait il y a 3 ans, de vous présenter la raison d'être du groupe. Je pense qu'elle fixe bien l'ambition qui est la nôtre. Alors, elle est en anglais parce qu'on est un groupe international. Carve Movement of Sustainability and Human Potential. Bon, le carve, c'est laisser une empreinte. Bon, c'est aussi un clin d'œil au carving, qui est une figure de ski. Et ce qu'on veut, enfin, voilà, c'est valoriser le potentiel humain par une démarche durable. On veut promouvoir l'inclusion, la diversité et l'équité homme-femme. On veut développer le bien-être au travail, la santé par le sport et la préservation de l'environnement. Parce que ce qu'on voit au quotidien, c'est que notre terrain de jeu, la montagne, se délite devant nos yeux. Vous avez vu les glaciers qui fondent. Le réchauffement climatique a un impact très très fort. Donc nous, en tant qu'acteurs dans la montagne, on doit vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ce terrain de jeu. Alors, quand on en vient à notre empreinte carbone, ce n'est pas une surprise, 94% de notre empreinte, en fait, elle est sur le scope 3. Donc, on a fait un premier bilan carbone en 2019 et tous les objectifs qu'on a sont fixés par rapport à 2019, les moins 30% à l'horizon 2030 et la neutralité en 2050. Donc, le scope 3, très important, à cause de cette activité de sourcing et de fabrication. Donc, les matières ont un poids très, très important dans notre empreinte carbone. C'est pour ça que l'analyse du cycle de vie et tous les travaux qu'on peut faire sur l'éco-conception sont vraiment fondamentaux. Je vais développer dans quelques instants. Et ensuite, on a un scope 1 et 2 qui est moins important, sur lequel on a déjà bien travaillé parce qu'on est quasiment à nos objectifs. Et là, sur le scope 1 et 2, on trouve essentiellement l'impact de l'énergie. Le gaz représente 62%, l'électricité 35%. Et vous verrez qu'on a eu déjà beaucoup d'initiatives pour réduire et atteindre déjà des objectifs sur ce scope 1 et 2. Et vous voyez que depuis 2019, en fait, on a déjà réduit notre empreinte de 10%. Donc, c'est une première avancée. On a été bien meilleur en 2021, 2022, mais en fait, c'est en pleine période de Covid où notre chiffre d'affaires s'est effondré, donc ça compte pas. Et là, l'année 2023, moins 10% par rapport à 2019, c'est une vraie année de référence. Et toute la problématique du groupe, en fait, c'est que quand on se projette à l'horizon 2030, on a une empreinte carbone forcément qui va augmenter du fait de la croissance organique du chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 tonnes, c'est notre empreinte carbone. On va rajouter 70 000 tonnes en fait avec la croissance organique qu'on prévoit. Donc, ce qui est important, c'est de baisser l'intensité carbone en fait du million d'euros de chiffre d'affaires, et c'est ça qui doit nous animer. Et un des gros enjeux en fait, c'est l'éco-conception. Donc, quand on regarde un petit peu notre chaîne de valeur, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de rentrer en fait dans une démarche d'économie circulaire. C'est ça qui doit nous permettre en fait d'atteindre ces 30% de baisse à l'horizon 2030. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier élément vraiment important, c'est l'éco-conception. Alors, l'éco-conception, elle est d'abord sur l'utilisation de matières qui sont respectueuses.
Alors, c'est tous les bois qui sont éco-certifiés, PEFC ou FSC pour les bois exotiques comme le Paulownia. Donc, tout ça, ça rentre dans les chaînes de fabrication des skis. C'est toute la certification en fait, des matières bio, GOTS, que l'on fait rentrer en fait, dans la chaîne de fabrication du textile. C'est les normes Ecotex. Bon, c'est toutes ces initiatives qui nous permettent, en fait, dans l'entrée de la chaîne, d'avoir des matières qui sont respectueuses. Le deuxième axe de développement, c'est l'utilisation de matières recyclées ou qui deviendront elles-mêmes recyclables. Donc là, on a beaucoup travaillé, notamment sur la partie textile, sur des normes comme Primaloft, qui sont l'utilisation en fait de bouteilles de plastique qui sont régénérées pour faire des fibres qu'on utilise en fait dans la fabrication des vestes, notamment des vestes de ski. Il y a tout ce qui tourne autour du polyester recyclé, la norme Sympatex. Donc, on a travaillé en fait sur toute cette chaîne de valeur en amont pour pouvoir à la fois utiliser des matières nobles, si je puis dire, et des matières qu'on peut recycler. Puisqu'on va le voir tout à l'heure, la deuxième vie est très importante au niveau des produits que l'on va fabriquer ou que l'on va commercialiser. Alors là, on est sur les matières. Après, quand on parle des produits en tant que tels, on travaille beaucoup sur l'éco-conception. Donc là, vous avez l'exemple en fait du ski Dynastar Hybrid Core, où par le fait d'utilisation de fibres particulières et de procédés industriels, on a réussi en fait à faire baisser d'un quart en fait notre émission carbone. Et on a, ça c'est pour la marque Dynastar, pour la marque Rossignol, j'y viendrai tout à l'heure, on a sorti le premier ski Essential, qui est un ski recyclable à hauteur de 77%. Donc là, on est sur l'éco-conception. Comme je vous l'ai dit, l'éco-conception vraiment majeure parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui auront un impact sur notre bilan carbone dans 2 ans. Donc quelque part, la roadmap, la feuille de route qu'on s'est fixée, les tenants, les aboutissants se jouent actuellement. Et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille avec des objectifs, des KPI que l'on suit, des tableaux de bord. J'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est la production. Donc aujourd'hui, nos usines, je vous dis qu'on avait 4 usines, elles sont toutes certifiées en fait ISO 14001, certifiées aussi ISO 9001. On utilise sur toute une usine de l'électricité verte. Donc ça, c'est important aussi parce que quand on parle d'électricité verte, ça a forcément un coût. Et je m'occupe aussi des finances, notamment dans le groupe. Donc, il y a toujours cette équation, ce trade-off à faire entre le prix de revient d'un produit et l'empreinte carbone. Donc, ça, c'est des choses qu'on suit au quotidien. J'y reviendrai tout à l'heure sur la stratégie en matière d'investissement. Donc, aujourd'hui, nos usines fonctionnent à l'électricité verte. On a aussi développé, en fait, des panneaux solaires. Alors, on en a ici au siège à Grenoble. On a installé 600 panneaux solaires en 2020. On produit 200 000 kWh par an, donc c'est l'équivalent de 86 foyers, et ça nous donne une partie de l'autonomie en fait en électricité pour le siège. Et on vient de terminer un gros investissement en fait à Arthès, où là, au nord de Barcelone, on a un ensoleillement qui est beaucoup plus important qu'à Grenoble, qui va nous permettre aussi d'être quasiment autonome sur la production d'électricité et la consommation d'énergie sur le site. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, la forêt Rossignol. Voilà, donc une forêt de peupliers qu'on vient d'investir. Alors, c'est important aussi parce que ça montre aussi que nos actionnaires, le groupe appartient, je ne l'ai pas dit, appartient en fait à un fonds norvégien. Et donc, en fait, on n'a pas de rentabilité de retour sur investissement à très court terme sur une forêt de peupliers, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, il faut attendre 15 ans avant d'avoir des peupliers à maturité pour pouvoir les utiliser en fait dans la chaîne de fabrication. Donc voilà, il y a aussi un fort engagement en fait, et ça c'est important pour la gouvernance, il y a un très très fort engagement de nos actionnaires sur l'empreinte carbone et l'atteinte des objectifs du programme Respect. Sur la partie production, donc je vous disais tout à l'heure, tous nos produits textiles sont sous-traités. On a aussi une partie de nos produits matériels de sport d'hiver qui sont sourcés en Chine notamment. Donc là, on fait des audits avec SGS, qui est le principal leader mondial en fait des inspections. Donc on envoie chez nos fournisseurs avec des cahiers des charges drastiques. On fait des audits BSCI et des audits WRAP.
qui nous amène voilà, à bien vérifier que la chaîne de la valeur en amont, qu'on maîtrise mal, répond bien en fait au cahier des charges qu'on a donné à nos fournisseurs. Donc on a triplé en fait le nombre de fournisseurs qui sont audités. On en avait un peu plus d'une dizaine en 2020. Aujourd'hui, on est à 46 et 96% de nos fournisseurs sont compliant. Donc pour ceux qui ne le sont pas, il y a un rappel à l'ordre et sinon il y a une éviction en fait de notre portefeuille fournisseur. Donc c'est des choses qu'on vérifie de très très près. Et c'est très important pour le groupe. Et enfin, il y a la traçabilité textile, le Fairly Made. Si vous allez sur notre site internet pour acheter une veste en pantalon de ski, vous verrez qu'on donne la lecture en fait de la traçabilité au travers notamment des audits qu'on fait et du respect des cahiers des charges. On donne une lecture de la traçabilité de l'empreinte carbone en fait de nos produits. Et c'est là que vous allez retrouver quelles sont les matières qui rentrent dans la composition et quelle est l'empreinte carbone en fait d'une veste de ski ou d'un pantalon. Alors ça, c'est toute la partie éco-conception et production. Et sur la partie basse, il y a un petit peu les business models qu'on a envie de développer. On est une société, un groupe qui est très présent sur la production et la commercialisation des produits. Mais il faut petit à petit qu'on aille peut-être vers plus de services. Je vous parlais tout à l'heure d'une croissance organique qui était très très forte. Donc sur les usages que l'on fait aujourd'hui, donc ça peut être la location. Que ce soit la location, elle existe déjà pas mal. 60% du marché français, c'est de la location pour les skis. Ce n'est que 40% aux États-Unis, mais on commence à avoir des offres en fait autour de la location du textile pour pratiquer le ski. On peut penser au leasing aussi. Donc ça, c'est des usages qui doivent évoluer. On a aussi tout ce qui est réemploi et second choix. Alors second choix, le groupe avec une marque un peu haut de gamme n'osait pas trop en fait se lancer dans second choix ou même commercialiser des défauts d'aspect. Mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait de plus en plus, plutôt que de rebuter en fait les produits ou de les détruire. On peut avoir en fait, et c'est ce qu'on développe actuellement notamment avec notre usine de Salanches, proposer en fait une seconde vie à nos produits. Ensuite, il y a tout ce qui va tourner autour de la réparation et du reconditionnement, alors que ce soit pour les skis, les vélos, le textile, le service après-vente que l'on développe pour donner notamment au ski une deuxième vie, comme je le disais tout à l'heure. On peut avoir aussi une ambition autour de la réutilisation des produits, puisqu'en fait, les matières plastiques, notamment qu'on va récupérer grâce au recyclage, vont pouvoir en fait trouver une deuxième vie. Notamment, on fabrique des bâtons de ski avec des matières recyclées. Ça peut être de l'aluminium, ça peut être du plastique. Et j'en viens au 7e élément, qui est un élément important qui nous donne en fait la dernière brique de cette économie circulaire, c'est le ski essential qu'on a lancé l'année dernière. C'est un ski recyclable à 77%, c'est 35% d'aluminium, 35% de bois, 7% d'acier. Donc tout ça, c'est recyclable. Et on a travaillé en fait à déterminer en fait une chaîne de valeur en travaillant avec MTB, qui est une société en Isère qui est un acteur en fait du recyclage, notamment des câbles, pour travailler avec eux et puis avoir en fait un procédé industriel qui nous permette en fait de broyer le ski et de récupérer les 77% de matière qu'on va pouvoir réinjecter en fait soit dans un nouveau ski, soit dans des canettes de soda par exemple pour ce qui concerne l'aluminium. Donc ça, c'est la dernière brique qui manquait un petit peu et on est en train d'utiliser en fait aussi ce ski recyclable pour organiser la collecte du ski en fin de vie. Il faut savoir que la fin de vie et le traitement de la fin de vie du ski, c'est quand même 15% de l'empreinte carbone. Donc là, on est en train d'organiser le marché pour pouvoir récupérer ces skis. Et en tant que leader en fait du marché du ski, on a décidé, et c'était un geste très très fort, de publier de manière tout à fait transparente en fait la bill of material en fait de ce ski pour un petit peu embarquer toute la profession, tous nos concurrents sur le ski recyclable, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse collectivement organiser la récupération de ces skis en fin de vie. Alors, c'est des skis Rossignol, mais ça pourrait être d'autres skis pour donner une deuxième vie, comme je disais tout à l'heure. Et ça, même si on est leader avec 20 ou 25% de part de marché selon les pays, on ne peut pas le faire tout seul. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc vous l'avez compris, les services pour nous vont devenir importants pour avoir cette empreinte un petit peu régénérative et travailler avec nos communautés. Je vais vous présenter deux actions qu'on a pu mettre en œuvre avec une application on-piste et les différents partenariats qu'on peut avoir.
Le bien-être au travail, en fait, tout ce qui est qualité de vie au travail, bien sûr, qui est importante. On fait du onboarding, on a du mentorat au sein de l'entreprise. On a beaucoup de formation, beaucoup de communication. La communication est très importante. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais on a une stratégie qui a été établie, qui est assez claire. Et on fait des points de rencontre avec tous les 2 mois avec tous les employés au niveau mondial et tous les managers chaque mois pour donner un point d'avancement, stratégie, bien sûr, développement des produits, mais aussi et surtout ce programme respect que l'on suit. Donc beaucoup de communication, c'est important. On travaille beaucoup sur l'équité et l'égalité professionnelle. Bon, aujourd'hui, l'index d'égalité professionnelle homme-femme est de 90 sur 100, c'est quand même un bon score. 45% de nos managers sont des femmes. On a 33% du board qui sont constitués par des femmes. Donc, en fait, voilà, on travaille sur tous ces aspects qui sont importants avec la formation aussi pour développer le bien-être au travail. Et enfin, ça sera mon dernier point, les partenariats qui sont ici. Donc, les partenariats avec nos communautés, c'est tout ce qu'on peut en fait mettre en place au niveau du groupe pour prendre soin de notre communauté, pour développer l'inclusivité et pour protéger notre terrain de jeu. Donc, vous voyez, Women of Winter, bon, ça c'est un soutien à la formation pour du monitorat aux États-Unis pour des femmes de couleur. Donc, il y a 60 femmes qui ont été formées grâce à des subsides que le groupe Rossignol apporte. On a Sport dans la ville en France. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui développe en fait l'insertion par le sport, mais aussi par des emplois. Donc nous, on les aide surtout sur la partie sportive. Il y a 8500 jeunes qui sont inscrits. Donc on fait des écoles de neige, on les invite à venir pratiquer le ski. On a en interne le ski club depuis 1970 où on fait 8 à 10 sorties par an pour les enfants, en fait, des collaborateurs et des employés. Riders for Refugees, donc collecte de vêtements chauds qu'on fait plusieurs fois par an, des dons à l'Ukraine aussi, voilà, pour réutiliser de manière intelligente des produits qui ne sont pas vendus et qui puissent profiter au plus grand nombre. Et puis l'association Share Winter, de la même manière, l'inclusivité aux États-Unis pour pouvoir en fait inviter des jeunes gens de 5 à 18 ans à pratiquer des sports d'hiver, sachant que le coût des sports d'hiver, vous le savez, est assez cher en Europe, il est encore beaucoup plus cher aux États-Unis. Donc vous voyez, on a tout un tas d'actions qui visent à protéger et développer notre communauté. Et on le fait aussi au travers d'une application qu'on a développée, c'est une application on-piste. Là, l'idée, je parlais tout à l'heure un petit peu de développer au niveau des territoires et d'être beaucoup plus présent sur les territoires et d'accompagner aussi la transition, notamment des stations. Alors, des stations dans les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, mais aussi, vous voyez, il y a d'autres territoires qui sont ce qu'on appelle, nous, des territoires de plaine dans lesquels on travaille. Donc, en fait, cette application on-piste vise, en fait, sur une station ou une ville, à proposer, en fait, des parcours qui sont balisés. Donc, c'est des parcours de pratiques sportives. Alors, ça peut être du trail, ça peut être du VTT, ça peut être de la marche nordique, ça peut être du ski nordique. Donc, nous, on apporte un savoir-faire pour, en fait, baliser des parcours dans le respect, bien sûr, de la nature. Donc, on fait attention aux parcours que l'on va proposer. Et on met en place, en fait, sur l'application, un fléchage qui vous permet, en fait, de pratiquer votre sport sur les spots en question. On travaille aussi avec Handispot qui nous permet aussi d'avoir des parcours spécifiques pour pouvoir embarquer le plus grand nombre. C'est une application qui est gratuite et qui nous permet d'accompagner aussi, c'est important pour nous, toute cette transition là, qui est en train de s'opérer, notamment dans les stations, alors que ce soit des stations de montagne ou des stations de plaine, je le répète, pour apporter notre savoir-faire et puis quelque part être acteur de la protection de notre environnement, de notre terrain de jeu et pouvoir continuer à nous développer sur nos différents territoires.
voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur notre. J'ai tenu une petite demi-heure. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes une entreprise très engagée depuis longtemps et durablement. Et une petite question, vous avez parlé raison d'être. Je pose le privilège à la première question, après je laisserai la parole à Frédéric et Amandine. Est-ce que vous avez dans vos raisons d'agir un plan d'action, une lettre de politique générale chaque année, ou comment vous partagez les plans d'action, ou vous réadaptez votre plan strat chaque année Alors, on a une feuille de route qui a été établie pour le programme de respect quand on a lancé le programme en 2020. On l'a amendé avec la Convention économique pour le climat. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ici, en fait, la stratégie est établie avec cette feuille de route. Donc, ce qui est important, c'est sur la mise en œuvre de la stratégie. Donc, je parlais tout à l'heure du développement du produit. Donc, le développement du produit aujourd'hui, c'est un trade-off, en fait, entre une empreinte carbone et quand même une rentabilité qui est recherchée. Donc, il y a quand même une rentabilité financière et un retour sur investissement. Donc ça, aujourd'hui, on le mesure sur chaque CAPEX. Chaque demande d'investissement fait l'objet d'une analyse économique, pour ce qui a toujours été le cas, mais il y a aussi l'analyse de l'empreinte carbone. On a fait rentrer aussi, pour quelque part insuffler ce changement, qui est très prégnant dans l'organisation. On a décidé, on a des tableaux de bord qu'on partage au travers des réunions de communication dont je vous ai parlé, mais on est allé un peu plus loin aussi que ce que font peut-être la moyenne des sociétés, c'est dans le système de rémunération, on a décidé de tenir compte en fait de l'empreinte carbone et typiquement l'intéressement, un des critères de l'intéressement en France, il y a l'empreinte carbone. C'est la même chose en fait pour la politique d'intéressement sur la rémunération variable des managers de groupe. Et pour pouvoir mesurer tout ça, on a en fait dans l'éco-conception, on a mis en place en fait un critère respect qui fait qu'un produit va être éligible ou pas au critère respect. Donc, c'est son niveau de recyclabilité, c'est le pourcentage de matières recyclables qu'il utilise, ou c'est la baisse en fait de l'analyse du cycle de vie par rapport au produit qu'il va remplacer. Tout ça, on l'a calculé pour pouvoir répondre en fait à la trajectoire qui est la nôtre, c'est-à-dire de baisser de 30% de empreinte carbone à l'horizon 2030. Donc voilà, au travers de l'organisation de la stratégie et du pilotage et de la rémunération, on a fait rentrer un petit peu ces problématiques respect au plus profond de l'organisation. Et même, je dirais que sur l'organisation elle-même, il y a 3 ans, on a regroupé en fait au sein de la même direction générale qui fait partie de l'Execom, la RSE, donc l'équipe RSE, l'équipe innovation et recherche. Donc ça veut dire que toute la recherche et l'innovation, elle est faite en fait dans une optique d'éco-conception. Et on a fait rentrer aussi ce qu'on appelle le PMO, donc c'est tout le pilotage des programmes de transformation qui sont des programmes transversaux entre les différentes organisations du groupe, le marketing, le commerce, les opérations, la logistique, l'industrie. Et on sait que c'est toujours au travers de ces projets transversaux qu'il y a des choses un peu compliquées à mener. Donc voilà, vous voyez, sous la même ombrelle, on a mis ces 3 organisations qui sont hyper importantes et qui nous permettent de bien gérer et de faire rentrer en fait cette préoccupation RSE au plus profond de l'organisation. Je comprends, c'est vraiment dans votre ADN. Frédéric, pour le coup, tu as des questions pour monsieur? Je réactive le micro puisque j'avais des consignes quand même pour ne pas perturber la parole de Frédéric. Alors oui, bien sûr, je suis conquise parce que vous faites, Frédéric, et par le témoignage que vous nous apportez. Alors, somme toute, qui est assez proche quand même qui a beaucoup de points communs avec ce qu'on fait chez Orange. Moi, j'aurais aimé que vous nous expliquiez comment vous arrivez à mesurer vos progressions entre performance économique et durabilité. Quel KPI, comment vous êtes organisé pour ça? Le principal KPI, c'est au niveau en fait alors déjà il y a l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie. Donc ça c'est une mesure que l'on fait systématiquement sur tous les produits. On a des comités de produits nouveaux, donc que ce soit côté sport d'hiver ou côté textile, qui sont des moments clés où on va justement analyser la rentabilité et le retour sur investissement d'un produit, mais aussi son empreinte carbone.
Alors déjà, bien sûr, il y a le développement du produit qui doit correspondre à une attente consommateur. Bon, ça, c'est la partie un peu marketing stratégique. Bon, c'est le premier point d'entrée. Mais ensuite, dans le développement de la gamme, voilà, on a différents points de rendez-vous. Donc là aussi, on a mis en place un process qui s'appelle I2C, donc IDE to Consumer. Donc l'IDE, donc IDAT, donc ça part un petit peu, je vous disais tout à l'heure, de cette organisation innovation et recherche. Donc c'est là que l'idée va naître. Et en fait, cette chaîne, ce process, donc IDE to Consumer, donc on va jusqu'au go-to-market. À chaque étape, en fait, on a des rendez-vous. Là, actuellement, vous voyez, on est en Collection Validation Meeting. On est en train de valider la collection sport d'hiver pendant 2 ans. Et en amont, on a eu en fait des points de rencontre dans lesquels on a analysé la pertinence en fait de la gamme par rapport aux attentes, notamment consommateurs, mais aussi le retour sur investissement. Donc là, on est sur un CAPEX, notamment sur la partie sport d'hiver. On a des usines, donc quand vous fabriquez un ski ou une paire de chaussures, il y a beaucoup de moules, il y a des machines, donc il y a beaucoup d'investissements. Et c'est à ce moment-là qu'on va mesurer les deux indicateurs, sachant que l'indicateur sur la partie RSE et empreinte carbone est devenu très important. On le pratique maintenant depuis 3 ans. Comme je vous l'ai dit, si on veut atteindre notre objectif à moins de 30%, il faut qu'on mesure au fur et à mesure, il faut qu'on ait ce KPI et qu'on prenne des décisions au bon moment. Et c'est maintenant qu'on prend des décisions pour nos gammes dans 2 ans. Donc, c'est au moment de ces rencontres entre les différents acteurs. Donc, dans ces comités de produits nouveaux, il y a à la fois le marketing stratégique, il y a bien sûr les opérations, il y a l'industrie, parce qu'il y a toute la partie industrialisation, et il y a aussi la finance et la RSE. Donc, toutes les parties prenantes sont là, et c'est à ce moment-là qu'on fait un peu ces trade-offs, et qui doivent nous permettre à la fois de répondre à des objectifs financiers et à des objectifs aussi de baisse de notre empreinte carbone. Et après, ça fait l'objet de tableaux de bord que l'on suit. Je le disais tout à l'heure, ça fait partie de la rémunération, l'intéressement, ça fait partie de la rémunération variable. Donc, ce sont des KPI aussi qu'on rapporte à notre board. Et je ne sais pas, vous poserez peut-être tout à l'heure la question, mais on est rentré aussi dans une logique de répondre aux projets sur la CSRD. Voilà. Et typiquement, bon, on a déjà pas mal d'indicateurs qui vont nous permettre de répondre. On n'est pas encore aux 1100 data points qu'il faut renseigner. Mais il est clair que la CSRD, qui pour nous est vraiment une opportunité, plus qu'une contrainte, même si ça reste quand même une contrainte, parce que c'est un gros projet qui va pas mal occuper les équipes RSE et finances. Au travers de cette CSRD, on va être amené à développer encore plus de KPI que ceux qu'on a aujourd'hui. Et je pense que ça va bien nous aider à focaliser encore plus notre attention sur l'objectif et le respect de la feuille de route qu'on s'est mis en tête. Merci Frédéric. Je pense qu'on est victime du succès. Ils sont passionnés dans le chat et on a pas mal de questions. Donc Amandine, je vais te laisser poser une dernière question, puis on prendra les questions du public si vous voulez bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, vous avez déjà commencé à y répondre en partie, Frédéric. Moi, je souhaitais savoir comment est-ce que ce programme, ce vaste programme, est décliné en interne auprès de vos salariés. Finalement, comment est-ce que vous en faites la promo? Et comment est-ce que vous mesurez au final cette adhésion et l'application? Oui. Alors, l'adhésion, je pense qu'elle est native dans le groupe. Bon, le groupe, c'est un groupe de passionnés. Bon, essentiellement des passionnés de sport d'hiver. Je pense qu'ils en voudraient beaucoup au groupe s'il n'avait pas eu cette initiative de lancer le programme SP et d'être dans une logique en fait, de réduire l'empreinte carbone, parce qu'on voit nous au quotidien que l'empreinte carbone a un impact direct sur notre terrain de jeu, comme je le disais. Donc, en fait, une fois qu'on a cette feuille de route et qu'on a mis en place les indicateurs de pilotage dont je parlais, bon, c'est surtout au travers de la communication. Cette communication que l'on fait chaque mois, on va rendre compte quelque part de nos avancées. Je pense que le fait aussi d'avoir mis en place des processus comme I2C dont je parlais tout à l'heure fait que la problématique de l'empreinte carbone, elle arrive très très tôt dans la conception. Donc, du coup, les équipes sont devenues habituées au quotidien à travailler sur ces notions.
On a aussi, je m'occupe de l'informatique, mis en place en fait un projet PLM, un Product Life Management, où justement on va prendre au corps cette gamme et on met aussi des KPI dans le PLM pour pouvoir suivre l'empreinte carbone. Donc voilà, que ce soit au travers des process, au travers des systèmes et au travers de l'animation et de la communication, c'est comme ça qu'on peut, je pense, avoir le plus grand nombre voilà, de collaborateurs, collaboratrices, employés qui se sentent concernés. Et je n'en ai pas parlé, mais la partie stratégique est importante. Et bon, je pense que c'est important en matière de gouvernance, bien sûr, qu'on soit, en tant que membre d'un comité de direction, soi-même persuadé qu'on a besoin de développer et on a besoin de travailler et on a besoin de délivrer ces feuilles de route. Mais on a aussi des actionnaires qui sont très enclins. Vous voyez, bon, quand je parle de la forêt Rossignol, bon, un retour sur investissement à l'horizon 15 ans, alors que vous le savez peut-être, le fonds qui détient le groupe Rossignol depuis maintenant 11 ans a depuis une année peut-être des idées de sortir. Bon, donc on n'a pas de rentabilité court terme du point de vue financier. Par contre, ils ont pris le parti d'accepter de faire cet investissement. Donc, ce qui montre bien leur implication. Et je pense que l'implication dans un programme RSE voilà, doit partir du haut si on veut que tout le monde soit convaincu et que tout le monde avance dans le même sens. Merci Frédéric. On va essayer de prendre, il y a beaucoup de questions, on va essayer de prendre un maximum de questions en faisant des réponses assez courtes. Frédéric, première question d'Emmanuel Temkin que je salue au passage. Est-ce que vous cascadez les objectifs de réduction dans chacune de vos directions équipes? Avez-vous des quotas carton par direction équipe pour suivre la réduction d'empreinte carbone? Oui, on a. Alors, c'est en fait la déclinaison, je disais tout à l'heure, se fait au niveau de l'éco-conception par rapport aux produits. Donc là, je suis sur l'éco-conception. Donc après, ça descend dans chacune des directions parce que on parle de sport d'hiver, mais sport d'hiver, il y a des skis, il y a des chaussures, il y a des bâtons, il y a des casques, il y a des lunettes. Bon, il y a tout un tas. Donc tout ça, ça remonte dans chacune des catégories de produits, puisque en fait, le marketing est tenu par des catégories managers. Donc ça, c'est sur la partie conception. Même chose pour la partie textile. Ensuite, sur les scopes 1 et 2, on a des objectifs qui redescendent au niveau des différentes directions, parce qu'on va travailler, bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'énergie, on va parler des déchets et des rebuts, donc ça c'est mesuré au niveau de chacune des usines. On va parler de tout ce qui est freight aussi, tout le transport, où là on travaille sur le nombre de retours, on travaille sur l'optimisation du temps de remplissage des camions. On essaye au maximum pour les produits sourciers d'éviter le air freight. Ça nous arrive parfois quand il y en a un retard de fabrication de devoir le faire. Bon, donc voilà, on a des objectifs comme ça qui par rapport à la feuille de route sont déclinés dans chacune des directions, l'objectif étant derrière de répondre aux critères. Typiquement, l'année dernière, le critère d'intéressement pour la France, c'était l'empreinte carbone des déplacements. Voilà, donc on mesurait tout ce qui était déplacement en avion, déplacement par train et autres, et on avait un objectif qui était descendu dans chacune des directions. Merci Frédéric. Autre question, utilisez-vous l'intelligence artificielle pour les collections? Car en écoutant les acteurs de luxe, cela raccourcit leur délai de manière drastique. Drastique, oui. Oui, donc pas encore, mais merci. On y pense, on n'a pas, on commence un petit peu, on a quelques expériences, mais plutôt en marketing sur du go-to-market et des choses comme ça, mais on n'y est pas encore, mais ça fait partie des sujets qui font partie des axes stratégiques parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut aider notamment sur la réduction. J'ai parlé tout à l'heure du cycle de conception qui est très très long chez nous. Je sais que notamment sur la partie textile, effectivement, l'intelligence artificielle peut vraiment aider et on a vu des choses assez bluffantes sur Internet. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Autre question, Frédéric, comment vous prenez en compte le réchauffement climatique? Vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure, et donc de la montagne dans vos activités et prévisions. Écoutez, je parlais tout à l'heure, on a un plan stratégique financier, bien sûr, qui doit nous amener à faire un certain niveau de croissance à l'horizon 2030. Donc tout ça nous a permis en fait de décliner l'empreinte carbone correspondante. Et du coup, au travers d'un audit qu'on a fait il y a 2 ans, de pouvoir établir la feuille de route. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce qui était important pour nous,
c'était de baisser en fait l'intensité CO2 par million d'euros vendus, ou on va dire par article vendu. C'est ça qui va nous permettre en fait d'être beaucoup plus vertueux, d'où tous les travaux qu'on a déjà fait sur le scope 1 et 2, il y a toujours un peu de travail, mais où nos objectifs sont assez bien avancés, et surtout le scope 3, où on a beaucoup de travail, et on sait que le scope 3 est toujours plus compliqué, parce qu'il est en amont et en aval de la chaîne de valeur, et c'est là qu'on a un peu plus de difficultés. Et vous l'avez vu au travers de nos actions avec nos sous-traitants et autres, qu'on travaille pour limiter au maximum ce scope 3. Mais voilà, donc il y a vraiment un trade-off entre le développement du chiffre d'affaires qui forcément va impliquer une empreinte carbone beaucoup plus forte. Donc il faut baisser l'intensité carbone de l'article vendu ou du million d'euros vendu. Merci. Une question de Gaëtan. Qui a initié ce programme? Salarié, CODIR actionnaire, et qui suit sa bonne marche? Sponsor au CODIR, fonds actionnaire, enfin, point d'interrogation. Ça a été fait plutôt à l'initiative en fait de la direction générale en 2019. Alors il y avait déjà eu une première étape en 2015 avec l'adhésion à Global Compact. En 2019, il y a eu ce besoin un petit peu au-delà de Global Compact avec 6 grands critères, d'aller un peu plus en profondeur et d'avoir des feuilles de route qui puissent se décliner en fait dans l'organisation. Donc ça a plutôt été fait à l'initiative de la direction générale. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y avait une très très forte attente des salariés, des collaboratrices, des collaborateurs, et je pense aujourd'hui que, une marque employeur qui n'a pas de programme de ce type-là, je ne sais pas dans quelle mesure elle a un coefficient d'attractivité très fort. Moi, je vois les jeunes des générations, j'ai même deux enfants, c'est des vraies préoccupations, donc je pense qu'on est tous responsables et on veut tous être acteurs un petit peu de l'héritage qui va être le nôtre. Donc, je parle des plus anciens comme moi. Et voilà, donc c'est parti de la direction générale. Je l'ai dit, ça a été relayé par les actionnaires. Les actionnaires ont suivi. On a des investissements aujourd'hui qui n'ont pas de rentabilité à court terme. Mais je pense aussi, là c'est le financier qui parle, que dans la valorisation d'une société, d'un actif, il y a cet actif incorporel qui est le bilan CO2 qui est très important. Je pense qu'aujourd'hui, une société qui ne fait pas d'efforts là-dessus, demain, peut être boycottée par ses consommateurs qui trouveront que telle ou telle société ne fait pas suffisamment d'efforts. Donc voilà, on a ce rôle de développer ces programmes RSE pour laisser une bande d'empreinte derrière nous. C'est un petit peu ce qu'on trouve dans notre raison d'être, un carve movement. Voilà, carver, donc laisser une empreinte, c'est ce qu'on veut faire. Une question de Ken. Il n'est pas risqué de penser que le dérèglement climatique va réduire votre marché dans les prochaines décennies? Avez-vous lancé des réflexions sur des évolutions plus radicales, changement de périmètre métier, modèle d'affaires, non basé sur les volumes, au-delà des efforts d'efficacité et de circularité? On est parfaitement conscient que le réchauffement climatique va impacter notre activité. Aujourd'hui, l'activité de Rossignol, alors si je parle uniquement des sports d'hiver, vous avez vu qu'il y a une diversification sur le textile. Et le textile aussi en ce qu'on appelle spring-summer, donc on va être beaucoup plus présent. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'outdoor, du trail, du VTT. Au travers du vélo, au travers du textile, printemps-été, on veut désaisonnaliser notre activité, moins dépendant en fait du fall-winter, donc l'automne-hiver. Donc ça, c'est un premier point. L'activité sport d'hiver aujourd'hui, pour nous, elle est à plus de 80% sur les stations de haute altitude. Bon, c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas à risque. On est bien conscient que la pratique du ski va certainement plafonner. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout de chasse au volume. Donc ça fait maintenant 3 ans dans notre plan stratégique qu'on a en fait quasiment très peu de développement de volume en fait sur l'activité sport d'hiver, parce que on est conscient qu'il n'y aura pas de croissance double digit. Donc, on est plutôt sur un développement en fait textile, avec aussi, je parlais tout à l'heure du B2B, une stratégie d'aller vers l'omnicanalité. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire pour être moins dépendant des sports d'hiver, mais tout en permettant la pratique, qui continuera. Vous l'avez vu aujourd'hui, le réchauffement climatique, l'épaisseur de neige a baissé à peu près de 30 à 40% à 1500 mètres. Et puis, on a perdu à peu près 1 mois d'enneigement. Donc, on se prépare à tout ça. Donc, on y travaille pour pouvoir diversifier le groupe. Et la diversification, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi au travers des services, au travers des usages.
du réemploi, de la circularité. Donc, bon, voilà, c'est un business model un petit peu qu'il faut réinventer, d'où cette feuille de route un peu régénérative dont on a parlé au travers de la CEC, la Convention économique pour le climat. Il faut effectivement que le groupe a réussi à se réinventer, comme tous les groupes qui sont dans ce secteur d'activité. Une question de Pierre. Quid des marges raisonnées? Comment est réparti le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires aujourd'hui, on est encore à 80% sur les sports d'hiver, et puis une vingtaine de pourcents sur la partie textile et vélo. Et comme je disais tout à l'heure, la partie textile et vélo a vocation à augmenter. Sur la partie textile, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on veut faire du onshoring. Donc, on est assez dépendant de l'Asie aujourd'hui. Donc, on a une stratégie aussi de rapprocher un petit peu la fabrication au plus près de nos bassins de consommateurs. Donc voilà, c'est des mouvements qu'on est en train d'opérer qui prennent du temps parce qu'il faut qualification de fournisseurs, etc. Donc ça se fait pas d'une année sur l'autre. En tout cas, c'est des mouvements qui sont inclus dans nos feuilles de route et qui vont nous aider à décarboner. Je le disais tout à l'heure, toutes nos usines sont à moins de 700 km. On fait que du freight par camion. Un petit peu d'air freight, ça c'est pas bien, mais on essaie de le limiter au maximum. Donc voilà un petit peu quelles sont nos actions avec un chiffre d'affaires donc qui va se développer plus sur la partie textile que sur la partie sport d'hiver. Et vous avez un budget spécifique, Frédéric, sur vos actions RSE ou d'investissement Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de cette organisation où on a à la fois le PMO, sur les projets de transformation, l'innovation, la recherche et puis la RSE. Donc, il y a un budget. Après, ce que je peux vous dire aussi, on a des enveloppes de CAPEX pluriannuelles et on a décidé il y a 2 ans que 40% de l'enveloppe de CAPEX serait orientée vers des problématiques RSE. Donc, ça peut être l'investissement dans la forêt dont je vous ai parlé. Ça peut être aussi les panneaux solaires dont je vous ai parlé. Ah, je pense qu'on a perdu Frédéric. Ouais. Un petit souci technique, je pense qu'il va revenir. Des aléas du direct. Voilà. On peut faire un point météo. Voilà. Vous pouvez sélectionner dans les questions celles qu'on va prendre parce que comme il reste 8 minutes, on va pas prendre on va faire de questions. Et il revient. Sachant que beaucoup de points ont déjà été abordés. Oui. La présentation est déjà bien complète. Ouais, déjà bien complète. Donc, je propose qu'on finisse dès que Frédéric revient avec une ou deux questions de votre part, Amandine et Frédéric. Et puis, on clôturera parce qu'il... Est-ce que Frédéric nous entend? Vous m'entendez? Oui, on vous avait perdu. Oui, écoutez, je vous ai entendu. Moi, j'étais là, je vous entendais. C'est la connectivité de la montagne. Voilà. Alors, on a bientôt fini des questions. Alors, je reprends mon chat. Excusez-moi, moi aussi, mon film. Ah oui, il y avait une question sur la forêt que vous avez parlé. Où se situe la forêt? Est-ce uniquement de la monoculture sur le peuplier ou des espèces sont diversifiées, Frédéric? Non, c'est monoculture peuplier, Pyrénées espagnoles. D'accord. Voilà, on travaille avec notre fournisseur parce que nous ne sommes pas des forestiers, qui va nous aider à gérer, parce que c'est pas notre métier. Bon, il faut juste que je me pose la question de savoir comment je vais inscrire ça dans l'actif du bilan. Je ne sais pas encore comment on valorise une forêt. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, vous avez des félicitations dans le chat. En tout cas, bravo pour votre bill of matériel respect. Voilà. Et une remarque, en cherchant bien, j'ai trouvé sur le groupe Rossignol votre programme respect. Et une question d'un auditeur. Est-ce que vous avez pour but qu'il soit plus mis en avant sur la boutique? Je pense que les clients y seraient sensibles. Très bonne idée, effectivement, sur la boutique ross.com, peut-être, rossignol.com, qu'on puisse en parler un peu plus. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une tendance et je pense qu'il y a une vraie attente des consommateurs et nous tous acteurs de la transition. Et c'est une bonne remarque, je vais en parler avec l'équipe marketing et visual merchandising. Voilà. Écoutez, moi, ça m'a donné envie de chausser les skis et d'aller vous rejoindre, mais bon,
On va attendre un petit peu les vacances de printemps. Bon, voilà. Amandine, est-ce que tu as une question complémentaire pour faire le mot de la fin parce qu'il nous reste 6 minutes. Alors pour ma part, non, c'est vrai que j'avais plein de questions, mais il y en a beaucoup qui ont été. La présentation déjà était bien complète. Un grand merci, Frédéric. Et puis il y a eu pas mal de questions dans le chat, donc non, pas de questions complémentaires pour ma part. D'accord. Frédéric, pareil? Tout pareil, effectivement. La présentation que nous a fait Frédéric était de très bon calibre et de très bonne facture. Et du coup, nous a permis quand même de bien comprendre la très belle stratégie qu'ils avaient sur la RSE. Alors, il y a une personne qui parle de PFA, mais je ne sais pas trop ce que c'est, moi. Les PFA. PFA, oui, c'est des matériaux qu'on utilise, donc qui ne sont plus dans les Bill of Material, tout comme les PFC aussi ont été exclus de nos Bill of Material pour le textile. Ouais. D'accord. Ben, merci à toutes et à tous. Écoutez, il nous reste à poursuivre. On sait où aller pendant les vacances, alors plutôt dans les Alpes, voilà, plutôt Esquimaux-Signol. Vous développez pas mal la location aussi, hein, vous en avez parlé, le réemploi, le recyclage. Oui, tout à fait. Et puis, écoutez, en attendant les prochaines neiges, vous pouvez prendre aussi des chaussures de training, un short, un t-shirt et aller courir. Voilà. Moi, ce qui m'a surpris dans votre analyse, c'est cette anticipation 2 ans avant sur les. Enfin voilà, vous êtes forcément, vous anticipez beaucoup pour l'avenir, quoi. Il faut anticiper. C'est la même chose du point de vue financier. Vous savez, nos résultats dans 2 ans, on est en train de les fabriquer maintenant. Donc, si nos gammes ne sont pas pertinentes, écoutez, les résultats dans 2 ans ne seront pas bons. Donc, tout est affaire d'anticipation et de mobilisation des différents acteurs de la chaîne de valeur au plus près en fait de la conception et de l'innovation. C'est là que ça se joue en fait. D'accord. Et dans le cadre du Scope 3, vous arrivez à embarquer tout votre écosystème avec vous, Frédéric? Enfin... Oui, je parlais tout à l'heure des audits qu'on fait. Oui, on y arrive. Bon, c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'est un petit peu le problème de tous les groupes. C'est d'avoir la maîtrise de ce Scope 3 qui n'est pas qu'entre nos mains, mais après, il faut trouver les ressorts, les inducteurs d'empreinte carbone sur lesquels on peut jouer pour être plus vertueux. C'est un très, très gros travail d'investissement pour bien maîtriser ce Scope 3. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que les skis Rossignols seront partenaires des prochains JO d'hiver? On ne sait pas encore. Non, c'est pas encore, mais... Voilà. Vous positionnez quand même. En tout cas, on sera sur les podiums, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais écoutez, avec les skis Dynastar aussi et les chaussures d'ange. Voilà. Il me reste à vous remercier toutes et tous grandement pour ce bon moment passé ensemble et puis à très bientôt. Écoutez, merci à vous pour votre invitation et à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.